Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais revenir sur BlacKkKlansman réalisé par l'immense Spike Lee avec le fils de Denzel Washington et Adam Driver entre autres. Alors pour moi, Spike Lee, tous les films valent bien une école de cinéma. Je sais, je suis pas objectif, mais je vais essayer de l'être quand même. Alors c'est vrai que moi je suis très fan de Spike Lee, mais c'est vrai qu'on peut quand même noter la deuxième partie de sa deuxième partie de carrière qui est quand même moins bonne. Que sa première, et je vous citerai d'ailleurs en fin de vidéo les films de lui à ne pas manquer, vraiment si vous connaissez pas ce cinéaste, mais en tout cas c'est vrai que moi je suis très fan. Deuxième partie de carrière quand même moins bonne. Si, alors j'ai vu un film récemment sur Amazon qui était pas mal, qui s'appelle Chirac, et qui était plutôt bien, voilà, qui était plutôt bien, mais c'est vrai que sinon les films post, j'ai envie de dire, allez, post 2000, après en tout cas la 25e heure avec Edward Norton, pour moi, était quand même un peu moins bon. Et là, avec BlacKkKlansman, il est revenu, à mon sens, à du lourd, un très bon film, pas son meilleur, ça c'est clair, mais un de ses meilleurs. Donc, je vais essayer de pas vous spoiler le film. C'est un film vraiment à aller voir. On va d'abord vite aborder la mise en scène, la forme, et puis après, je vous dirai ce que je pense du fond, et j'ai quand même 2-3 trucs à redire, des trucs où je suis un petit peu partagé, je suis un petit peu mitigé. Voilà, sur le discours. BlacKkKlansman, c'est tout simple, hein, ça raconte l'histoire dans les années 70 d'un flic noir qui va infiltrer le Ku Klux Klan. Alors évidemment, c'est pas lui physiquement qui va l'infiltrer, il va être aidé d'un collègue, donc interprété par Adam Driver, qui lui, c'est lui qui va charger physiquement d'infiltrer le Ku Klux Klan. Voilà, en gros, le pitch, et c'est parti pour 2 heures d'enquête, d'infiltration, mais tout en restant quand même divertissant. Alors c'est vrai que sur la forme, en termes de mise en scène, moi j'ai toujours été très impressionné par le travail de Spike Lee, et ça dès ses premières œuvres. Je dois dire que là, il est revenu à quelque chose de beaucoup plus classique. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent bien le cinéaste, ne vous attendez pas à de la mise en scène typiquement Spike Lee comme vous l'avez connu avant. Il y a plus, on va dire, ces espèces d'envolées comme ça, ou ces mouvements de grue incroyables, ces travelling avant sur les personnages. Il y a quand même 2-3 éléments de mise en scène, de sa mise en scène qu'on va retrouver dans ce film-là. Mais globalement, ça reste vraiment, en termes de mise en scène, très sage. Ça se demandait d'ailleurs si c'est pas un petit peu assagi aussi. En termes d'acting, alors, moi, je suis désolé, mais le fils de Denzel Washington me pose un petit souci. C'est pas qu'il est mauvais, mais c'est que franchement, je trouve que il y avait quand même mieux à caster que ce mec-là. Moi, c'est la première fois que je le vois jouer. Très honnêtement, il est quand même à des années-lumière du talent de son père, que moi je considère comme le meilleur acteur actuel. Là vraiment, bon bof quoi. C'est pas qu'il joue mal, mais c'est qu'il est un peu insipide, c'est qu'il a il a un peu des fois le regard vide. Bon, quand même, il interprète le personnage principal et je le trouve pas. Alors il y a quelques phases marrantes avec lui, mais voilà, je le trouve pas extraordinaire. Adam Driver, qui lui est très bon par contre, ça c'est clair. Voilà, quand il est dirigé par un mec comme Spike Lee, ça fait des étincelles, ou même un mec comme Scorsese. Mais surtout, moi, ce qui m'a très impressionné dans le cast, vraiment, c'est les mecs, les acteurs qui jouent les mecs du Ku Klux Klan. Alors eux, je sais pas d'où ils sortent, je sais pas qui ils sont, je les connais absolument pas, mais vraiment, quand j'ai vu les premières scènes avec eux, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de voir des espèces de rednecks racistes comme pas deux. Enfin, c'est incroyable, cette espèce d'authenticité qu'ils ont su apporter à leur personnage. Vraiment, on dirait même plus des acteurs, quoi. Alors eux, mais je sais qu'on parlera pas d'eux et tout le monde s'en foutra, mais c'est dommage parce que c'est... Ouais, ça c'est vraiment pour moi des grands acteurs. Voilà, c'est tout simplement quand tu crois à fond à ça. Et surtout, et puis mention spéciale aussi à l'acteur qui jouait Eric dans That 70 Show, que j'aime beaucoup, et qui lui va jouer évidemment le boss, le gourou du Ku Klux Klan, et qui joue extrêmement bien, parce que c'est un rôle un petit peu tout en nuances, moins bourrin que les mecs qui portent les fusils et qui chassent des juifs et des noirs. Et c'est vrai que il est vraiment tout en ambivalence et tout en restant très con, mais c'est vrai qu'il est campé par cet acteur de manière ouais, vachement plus subtile qu'on aurait pu le penser, et ça c'est vraiment, il le joue très bien. La BO, la musique, toujours signée par Terrence Blanchard. Terrence Blanchard, faut savoir que c'est le compositeur attitré de Spike Lee
depuis le début, depuis ses premiers films, et la compo reste dans la lignée de ce que faisait Terrence Blanchard, et je dirais que c'est une très très bonne BO, sans être la meilleure, mais il y a des très belles envolées, il y a de très bons thèmes, et c'est plutôt une très très belle BO. Le film souffre peut-être de quelques longueurs, j'ai trouvé peut-être d'une mise en place un poil longue. Il aurait peut-être mérité de couper quelques scènes au début, mais quand c'est parti, ça ne s'arrête plus et c'est passionnant jusqu'à la fin. Donc maintenant, on va aborder un petit peu la question du fond de ce film parce que c'est ce qui nous intéresse. Spike Lee, c'est un cinéaste militant. Bon, c'est très bien, hein. Je veux dire, après tout, c'est bien aussi d'être un cinéaste militant. On n'est pas là non plus que pour faire de l'entertainment, du divertissement et tout ça, mais c'est quand même un cinéaste, Spike Lee, qui oui, est un cinéaste militant, mais qui n'oublie jamais aussi de faire quand même du cinéma. Et il l'a beaucoup prouvé, en tout cas dans la première partie de sa carrière. Dans BlacKkKlansman, il fait exactement la même chose. Il nous raconte quand même une histoire, il fait pas que un discours politique. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce film, et qui à mon avis, en tout cas moi, ce qui m'a peut-être le plus interpellé et m'a peut-être le plus intéressé, Spike Lee, ce qui l'intéresse vraiment dans le film, c'est de parler des extrêmes, des extrémistes, des populistes. En fait, je pense que BlacKkKlansman parle surtout de ça. Et il y a notamment une scène hyper forte sur la fin du film, je vais pas vous dévoiler, mais c'est plus sur la fin, où il va renvoyer, si tu veux, dos à dos, les mecs du Ku Klux Klan et ceux qui font partie des associations Black Power et tout ça. Alors, il le fait de manière, alors on va dire que la charge, bien évidemment, est beaucoup plus puissante, j'ai envie de dire, contre le Ku Klux Klan, et à juste titre, mais c'est une scène très intéressante, avec un montage assez malin, où il renvoie les deux extrêmes dos à dos, et je pense que ça, vraiment, c'est quelque chose qui le travaille, et qui nous fait ressentir, vraiment, dans cette séquence. Je pense que pour lui, tout n'est plus une question de blanc ou de noir, mais c'est plus une question d'extrême. De gens, de gourous, que ce soit des gens, voilà, comme des gens du Ku Klux Klan, comme des gens qui appartenaient au truc genre Black Panther et tout ça, qui, si tu veux, ont cette espèce de faculté d'orateur pour engrainer les gens, quoi. Et qui profitent, si tu veux, d'un contexte social, d'un contexte politique, pour faire du populisme. Et ça, on sent que c'est une question qu'il travaille. Alors on a d'un côté les groupuscules identitaires d'extrême droite, connus, reconnus depuis très longtemps maintenant, et de l'autre côté, on a les identitaires, non pas d'extrême droite, mais d'extrême gauche. Ceux qui vont faire, par exemple, des camps interdits aux Blancs. Ça s'est fait récemment. Ou par exemple, si tu veux, ils vont dire que ils refusent que les Blancs s'approprient, je sais pas, mangent du couscous ou des choses comme ça, parce qu'ils refusent que les Blancs s'approprient les valeurs et la culture nord-africaine par exemple, ou voire africaine. Et ces gens-là qui se revendiquent donc d'extrême gauche, qui sont les nouveaux identitaires, soi-disant antiracistes, sont évidemment tout aussi dangereux que les nazis d'extrême droite, quoi. Alors c'est un truc, alors ce sont des réunions évidemment qui sont contestées, mais qui sont là, qui existent. Comme si on n'en avait pas assez des petits fachos d'extrême droite, il faut qu'on se tape maintenant les petits fachos d'extrême gauche. Tout ça constitue deux entités d'une société prête à exploser. Même si ça se passait dans le cadre de BlacKkKlansman dans les années 70, on voit bien que ça n'a toujours pas changé, que de toute façon les extrêmes sont toujours là, toujours un extrême qui fait beaucoup plus parler qu'un autre, mais l'autre est là et est tout aussi dangereux et nocif. Et je pense que c'est vraiment l'idée, en partie je dis bien, pas que, mais c'est l'idée qu'en partie Spike Lee véhicule. Et je pense que c'est ce qui l'intéresse réellement. Au-delà évidemment de la charge évidente et nécessaire du Ku Klux Klan. Donc c'est un film qui alterne entre la comédie pure et le drame. Même si j'ai envie de dire quand même que même s'il y a des moments marrants, oui, on est quand même globalement dans un film dramatique. Il y a des scènes franchement assez malaisantes, quoi. Voilà. Notamment une scène où t'as tous les mecs du Ku Klux Klan qui regardent Naissance d'une nation, le film de Griffith, voilà, qui est assez, qui est assez coup de poing, assez percutante. Alors il y a une scène à la fin
très forte, puissante émotionnellement. C'est à la toute fin, hein. Vraiment toute fin, pour ceux qui l'ont vu. Qui, à mon sens, est nécessaire, mais je suis partagé sur la question, car je pense quand même que ce type de scène, et la façon dont il monte les images, et la façon dont il nous montre tout ça, j'ai très peur que ça ne fasse pas, que ça ne produise pas l'effet qu'il recherche. C'est-à-dire un effet d'apaisement. Il cherche un sentiment de... Je pense que Spike Lee cherche réellement un sentiment de paix sociale, mais je ne suis pas sûr qu'il le trouve avec ce type de scène qu'il a voulu mettre à la fin, qui créera pas de polémique, mais qui, si tu veux, entre les mains de gens qui n'ont pas de recul, qui sont dans les extrêmes, risque encore plus de les exciter. Je pense pas que c'est le film à mettre entre toutes les mains. Voilà. Et pourtant, les premières personnes qui devraient le voir, ce sont justement ceux qui sont dans les extrêmes. Qu'ils soient pro-Trump ou pro-gauche ou ce que vous voulez. C'est ces gens-là qui devraient le voir. Mais j'ai peur que ça les excite dans le mauvais sens. Et c'est ça aussi le cinéma. C'est d'éveiller les consciences. C'est pas que de nous endormir, justement. C'est un film auquel je mettrais un petit 4 sur 5, sans problème. Non pas que l'humour distillé dans le film ruine à la dramaturgie, non, ça c'est clair que non. Mais je trouve qu'il aurait mérité un petit peu plus de puissance dramatique. Mais il a choisi, voilà, il a choisi peut-être un peu plus de maturité aussi. Et ça reste quand même un très bon film. Rapidement, hein, je vais vous énoncer un petit peu mes films préférés de Spike Lee, en tout cas les films que vous devez voir si vraiment vous voulez découvrir ce cinéaste, parce que je me rends compte qu'il y a quand même plein de gens qui, bon évidemment, qui connaissent le nom de Spike Lee, ça y a aucun problème, et qui ont dû voir Malcolm X dans leur vie, ou qui ont dû voir un ou deux films, mais qui connaissent pas très bien ce réal, et c'est pour moi vraiment un des meilleurs réals en activité, et ça l'est depuis la fin des années 80 à mon sens. On commence tout de suite par son premier film, Do the Right Thing, voilà son premier chef-d'œuvre. Donc il en avait sorti un avant qui s'appelait Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, dont il a tiré une série télé assez récemment. Mais ça, c'est vraiment son premier bijou, son premier joyeux, son premier chef-d'œuvre. Do the Right Thing qui se passe dans un quartier de Brooklyn en une journée. Et c'est un quartier qui va exploser avec les différentes communautés, que ce soit les Italo-Américains, les Afro-Américains, les Coréens, etc., etc. C'est un film qui va montrer toutes les différences des communautés, et c'est un film qui est surtout énormément dans la nuance et qui, à mon sens, ne prend pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. Justement, c'est un film au discours très intelligent et déjà à l'époque très mature. Il faut voir ce film avec une BO d'enfer, Public Enemy et tout ça. C'est voilà, gigantesque. C'est pour moi un de ses meilleurs films. Avec des découvertes d'acteurs extraordinaires. Samuel Jackson à l'époque, il n'était pas connu. Il y a Danny Aiello, bon lui il était connu, mais John Turturro qui n'était pas connu, extraordinaire. Deuxième bijou, méconnu totalement, même de ceux qui connaissent Do the Right Thing et Jungle Fever et tout ça, Mo Better Blues. Alors là, c'est un film sur la musique. C'est un film sur le jazz et c'est l'histoire d'une rivalité entre deux musiciens dans un même groupe, c'est-à-dire entre Denzel Washington et Wesley Snipes. Ça, c'est pareil, un bijou de mise en scène, un bijou de musique, un bijou d'acting, un bijou de scénar, avec une très belle histoire. Et je vais pas vous en dévoiler plus, j'ai pas envie de vous révéler voilà, pareil, les points de l'intrigue, mais voilà quoi, c'est génialissime ce film Mo Better Blues, toujours tourné pour la Universal, je crois, juste après Do the Right Thing en 91. Ça, faut absolument le voir, c'est un super film. Troisième film, réalisé toujours pour la Universal, 2 ans après Mo Better Blues, Jungle Fever. Ça aussi, c'est un de mes films préférés de ce cinéaste. Alors c'est, on va dire, allez hop, pour résumer un petit peu grosso modo, Roméo et Juliette, mais version noir et blanc. Voilà. C'est en gros l'histoire d'amour impossible entre un architecte noir interprété par Wesley Snipes et sa secrétaire blanche. Pareil, film tout en nuances, film qui montre les deux points de vue. Qui, je pense, à l'inverse de ce qu'on a dit à l'époque, n'est pas du tout un film pro-noir ou je ne sais quoi. C'est un film justement qui nous montre les deux côtés et qui nous montre finalement, pareil que dans BlacKkKlansman aussi, les extrêmes d'un côté et de l'autre et la non-acceptation de l'autre et l'incapacité des gens à s'aimer alors qu'ils sont de couleurs différentes. C'est un chef-d'œuvre.
pur chef-d'œuvre avec une BO de Stevie Wonder et toujours avec des super acteurs, Annabella Sciorra, Wesley Snipes, Samuel L. Jackson, j'en oublie encore. Attention, super polar de Spike Lee, Clockers, pareil que je vous recommande chaudement, produit par Martin Scorsese à l'époque, toujours tourné pour la Universal. Clockers donc avec Harvey Keitel et John Turturro et Omar Epps dans le rôle du dealer. Voilà, alors là, super polar qui se passe dans les rues de Brooklyn toujours. Mise en scène incroyable, c'est super violent, je vous préviens tout de suite. C'est un film, c'est peut-être un des films les plus durs à regarder, je trouve, d'un point de vue graphique, on va dire. Mais alors, pareil, quoi, polar super bien mené, super bien joué. Il faut voir Clockers, c'est une grosse tuerie de l'époque et qui a pas, je crois pas que ce soit son film qui a le plus marché, mais c'est vraiment... un petit bijou. Alors évidemment, l'inévitable Malcolm X, je sais pas si ça vaut le coup d'en parler, parce que quand même beaucoup de gens l'ont vu, c'est quand même, je crois, le film de Spike Lee qui à l'époque, quand il est sorti, a fait tout un truc. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, que je revois toujours avec plaisir. Je pense que c'est une véritable leçon de cinéma pour ceux qui sont en école de Cinoche. Ils devraient tous étudier ce film. De toute façon, ils devraient étudier ce film et tous les autres dont je vous ai cités avant. Ça c'est sûr, c'est obligatoire. C'est vraiment, pour moi, des leçons de mise en scène à chaque fois. Malcolm X n'échappe pas à la règle. À la limite, parce qu'il y a plein de gens qui vont discuter sur le fond du film, qui sont pas d'accord, qui trouvent que c'est trop un film militant, qui prend trop parti, etc. Pourquoi pas? Moi, à la limite, je peux comprendre ce point de vue-là, oui. À la limite, regardez-le pour la mise en scène. Et avec un Denzel Washington qui est littéralement Malcolm X, il aurait vraiment mérité un Oscar pour ce rôle. Et on finit par un petit film que je vous recommande, qui est superbe. Alors là, il est revenu donc chez la Universal et je crois que c'était après Malcolm X, Crooklyn. Voilà, Crooklyn qui raconte la jeunesse de Spike Lee, mais sauf qu'il a décidé d'en faire une fiction. Donc il raconte sa jeunesse dans les années 70 dans un petit quartier de Brooklyn et magnifique. Voilà, c'est tendre, c'est en même temps ça fait vrai, c'est authentique. La direction d'acteur est toujours impeccable, on a vraiment l'impression de plonger au cœur des problèmes de cette famille avec le père qui est un musicien raté, qui n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa famille, sa femme qui pète un plomb, les gosses qui sont intenables. C'est vraiment une comédie qui respire l'authenticité, mais c'est un film un peu plus léger que ces autres films. Mais que si vous avez envie de découvrir un petit peu ce cinéaste, moi je vous recommande chaudement Crooklyn, voilà, n'hésitez pas à regarder ça. Évidemment, il manque dans les films de Spike Lee qu'il faut absolument voir, La 25e heure avec Edward Norton. Si vous l'avez pas vu, jetez-vous dessus, un bijou tout pareil. Et puis après, je suis un peu moins fan, voilà. C'est-à-dire que Inside Man, qui est un de ses films les plus connus, que je pense que c'est un film de commande, moi j'aime bien. C'est bien, c'est un film à suspense bien mené, mais je trouve que ça manque un peu de sa personnalité, voilà. Mais ça reste bien, mais je suis pas archi fan, voilà. Et après, voilà, comme je vous disais en début de vidéo, deuxième partie de carrière, moi je trouve quand même un peu moins bonne. Et là, vraiment, je pense vous avoir cité l'essentiel de cinéaste. Petite anecdote, moi je sais que quand j'ai vu Do the Right Thing au cinéma en 89, j'ai pris une telle gifle que c'est un des films qui m'a poussé encore plus à m'intéresser au cinéma, quoi. Et notamment à la technique. C'est Do the Right Thing qui m'a donné envie. Vraiment, mais beaucoup plus que les autres films. Je sais plus comment vous le vendre. Plongez-vous dans l'univers de ce cinéaste, c'est tout ce que je peux vous dire. Et surtout, allez voir BlacKkKlansman, c'est vraiment un très bon film. Alors n'hésitez pas, comme d'hab, à vous abonner à la chaîne, à liker, partager. Dites-moi si vous avez vu le film, ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que c'est, on verra bien. Ciao!